J'enrage, s'exclame Nicolas Dupont-Aignan à propos du sauvetage de l'euro. Au Plessis-Bathé, on fabrique des bornes de contrôle d'alcoolémie. Désenclavement de la Grande Borne, chantier surveillé livré fin 2013. Opération conteneur en bateau à Évry. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, la finale de la Coupe du Monde de rugby n'en finit pas de susciter appréciations et commentaires généralement flatteurs, mais dans un coin de l'Essonne, si ça ne tourne pas au match de boxe, c'est parce qu'on est entre gens bien élevés. L'histoire, c'est le maire de Linas qui a proposé que sa ville, celle de Marcoussis et puis Montlhéry, rebaptise un rond-point commun aux trois et qui mène au centre national de rugby bien connu. Que nenni, répond Olivier Thomas, le maire de Marcoussis, qui parle de récupération et qui suggère à son homologue de créer une place des oiseaux rares. Tout simplement parce que François Pelletan, avant, le centre de rugby désirait cet emplacement pour en faire une réserve ornithologique. François Pelletan, ne souhaitant pas envenimer le débat, explique qu'il aurait préféré une cohésion plutôt qu'une division entre élus. Plus sérieusement, elle avait été surnommée la route de la police par certains habitants de la Grande Borne, très réticents à l'idée de voir celle-ci passer au milieu de leur quartier. Aujourd'hui, il s'agirait seulement de construire une voie, deux bus et une simple rue appelée rue de la Plaine, la mairie ayant un peu allégé son projet pour mieux le faire accepter par la population locale. Christophe Garnier et Nicolas Yakazi. Difficile de mener un chantier à la Grande Borne. Le projet de rue permettant le passage du bus 402 et des voitures est pourtant toujours dans les tuyaux. Et même s'il a été allégé par rapport au projet initial, cette nouvelle phase des travaux devrait commencer au printemps 2012 et durer 2 ans, d'après l'agglomération. Aujourd'hui, tout est prêt. Les immeubles devant être détruits ont été évacués et leurs habitants relogés. 91% d'entre eux l'ont été sur le quartier. Pour éviter tout incident, l'agglomération cherche à obtenir l'adhésion des riverains et compte multiplier les réunions publiques pendant les travaux. Il y aura certainement une période de tension assez forte pendant les chantiers, parce qu'il va y avoir énormément de chantiers, comme je vous le disais, en même temps. Et donc il faudra effectivement prendre des précautions, dialoguer beaucoup avec les habitants. Les premiers travaux concerneront la passerelle qui passe au-dessus de la 6. Elle devrait être élargie pour laisser passer 2 voies de bus. Certains immeubles, appelés les Damiers, la Guitare et l'œuf, devraient être détruits en partie. Ainsi ouvert sur la rue, la place des Damiers devrait être rénovée pour attirer les commerces. La voie de bus devrait traverser le quartier d'est en ouest, de la passerelle en passant par ce que les habitants nomment la Plaine. Les voitures devraient contourner l'œuf. Avec de tels travaux, l'agglomération espère attirer la poste et peut-être même créer un centre médical. On vient de demander à l'Agence nationale de cohésion sociale de financer une étude, effectivement, pour implanter un pôle santé à la Grande Borne, où il n'y a aujourd'hui qu'un médecin généraliste et demi pour 12 000 habitants. Restent les réticences de quelques habitants face à l'installation de caméras de vidéosurveillance ou tout simplement face au projet lui-même, qui devrait coûter 300 millions d'euros. Curieuse de cette enquête de l'INSEE pour le Parisien selon laquelle un élève sur 10 est victime de harcèlement au collège. Alors cela va de la moquerie à la mise à l'écart, en passant par les injures, les brimades ou les appellations blessantes. En même temps, la même enquête effectuée auprès de 18 000 collégiens, quand même, dans 300 établissements, révèle que 93% des élèves se sentent bien au collège et 86% s'y sentent même en sécurité. Quelques témoignages, mais chez des adultes. Le petit garçon, là, vous voyez, s'est fait taper dessus pour des billes. Voilà. Il est revenu avec un œil au beurre noir parce que les petits copains ont voulu voler ses billes. Ah là, j'aimerais que ça continue vraiment, sinon pour le moment, non. Non. Tout va bien, oui. Bon, la discrimination à l'école sur les apparences, la façon de s'habiller, les idées à part, on rentre pas dans le moule, il faut toujours être habillé en noir. Non, ça passe trop bien. Tout passe bien. L'année dernière, oui, il y a eu un petit souci avec un jeune qui lui réclamait 1 euro alors qu'il lui devait pas cette somme. Oui, ça oui. Des petites insultes par-ci par-là, je vais te taper, c'est courant, hein. Mais je trouve que le phénomène est nouveau. Oui, papa, je me suis fait agresser. Mais comment? On m'a donné un coup de pied, ou aux fesses, ou on m'a tapé sur la tête, par exemple. Ça se dit pas. Les enfants n'en parlent pas la plupart du temps. On le devine quand on a des entretiens avec les profs, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais généralement, ils n'en parlent pas.
Le terminal à conteneurs d'Evry est le 4e à ouvrir en Ile-de-France. Ce matin, la CCI de l'Essonne, la Chambre de commerce et d'industrie, organisait une matinée dédiée au transport fluvial afin d'expliquer aux chefs d'entreprise les avantages de ce mode d'importation et d'exportation, évidemment, par bateau. Audrey Coll. Ouvert en septembre dernier, le terminal à conteneurs d'Evry a prouvé qu'il pouvait être une véritable alternative au transport routier avec un trafic de 4000 conteneurs pour cette première année. La première ville de l'Essonne, située idéalement entre l'autoroute et la francilienne, est au cœur d'un territoire économique et logistique majeur d'Île-de-France. On a une véritable prise de conscience à la fois des entreprises, des milieux économiques et puis une prise de conscience, je dirais, sociétale sur l'enjeu qu'il y a à développer des modes de transport alternatifs à la route. Le tout camion s'est révolu et donc le transport fluvial, je crois, est de plus en plus connu et reconnu comme une solution compétitive et comme une solution d'avenir. Le transport fluvial est également un gain significatif en matière d'environnement, notamment en termes de consommation de carburant, de prix, mais aussi de formalités douanières et de sécurité. Pour ces chefs d'entreprise qui importent et exportent, la notion de développement durable est importante. On sait que le transport fluvial, c'est un transport qui est très économe au niveau des énergies renouvelables, qui est peu soumis aux fluctuations, par exemple du pétrole, alors que le transport routier l'est beaucoup. Et sans opposer l'un à l'autre, on voit bien qu'il y a des secteurs, il y a des métiers, il y a des activités pour lesquelles ce mode fluvial est une vraie réponse, une vraie alternative. Cette réunion a permis d'informer sur les avantages du transport fluvial, mais aussi de valoriser le port d'Evry, qui à terme pourrait devenir plus important et par conséquent s'agrandir. À partir du 1er décembre prochain, la loi oblige tous les débits de boissons ouverts le soir à proposer à leurs clients des dispositifs chimiques, donc des éthylotests, ou bien électroniques, donc des bornes, afin qu'ils puissent contrôler leur taux d'alcoolémie. 2 bornes seulement en France sont homologuées par l'État, dont une fabriquée par la société Supadis et qui est située, comme Claire Colombel va nous le dire, au Plessis-Pathé. Ces éthylotests, c'est qui conduit, devraient d'ici quelques semaines investir les discothèques, bars et bowling du département, ouverts entre 2h et 7h du matin. Actuellement, la société a déjà vendu plus de 600 appareils et ils espèrent bien écouler les 300 autres déjà assemblés. Chaque borne coûte 1 500 €, mais présente des intérêts par rapport aux éthylotests classiques. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait une personne qui soit à côté pour tenir l'appareil éthylotest comme ça, pour que les gens puissent se tester. Là, vous avez un appareil qui est de classe 1, c'est le seul appareil de classe 1 au niveau des bornes. Vous avez donc effectivement l'appareil des forces de l'ordre qui est dedans, donc c'est quand même un gage de qualité et puis de robustesse. Cette borne, certifiée classe 1, est donc considérée comme l'appareil le plus fiable et précis sur le marché. Côté hygiène, les embouts sont à usage unique, fournis dans des sachets individuels et conçus avec un clapet anti-retour pour éviter tout échange de microbes entre utilisateurs. Démonstration. Le test de la machine est lancé par l'insertion d'une pièce ou d'un jeton de monnaie. Donc au bout de quelques instants, le voyant vert s'allume, ce qui nous indique effectivement que la machine est prête à l'emploi. On introduit ensuite l'embout à l'intérieur de son emplacement et on va souffler tout le temps que l'appareil sonne. En 15 secondes, le résultat est donné. De 0 à 0,20 mg d'alcool par litre d'air expiré. Le voyant est vert, au-dessus rouge et il ne faut pas conduire. Pour éviter tout concours entre buveurs, le taux d'alcoolémie est volontairement remplacé dans ce cas par le symbole P. Ces éthylotests peuvent être personnalisés comme ces 2 bornes, l'une sombre et design destinée aux casinos et enseignes de luxe, l'autre aux couleurs de la RATP. Voilà donc pour l'actualité dans le département. Je parle de l'essentiel évidemment. Merci de nous avoir suivis.